La science officielle attribue nos décisions au cerveau, et non à notre conscience. Dès lors, volonté et libre arbitre disparaissent. Autrement dit, notre conscience, le je suis cartésien, serait juste informée par notre cerveau de ses décisions, donc de notre destin, du moins la part qu'il serait possible de maîtriser. De ce point de vue radicalement matérialiste, la pensée rationnelle, la fameuse raison universelle, serait également produite par le cerveau. Mais comment prend-il ses décisions? Par nos pulsions, nos algorithmes biologiques inconscientes. Autant dire que personne n'en sait rien. En clair, nous sommes déterminés par notre biologie. Pire encore, ce même cerveau contiendrait 250 biais cognitifs que nous, le peuple, ne maîtrisons pas évidemment. Comment alors pourrions-nous voter intelligemment une loi, un budget, un traité? Nos politiques, eux, oui en revanche. Pourquoi? Force est de supposer qu'ils n'ont pas le même cerveau que nous. Selon Wikipédia, je cite, un biais cognitif est une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. Fin de citation. A priori, rien à voir avec le cerveau. Sauf si c'est le cerveau qui pense et raisonne à notre place. Précisons que je ne doute pas de la présence en nous de 250 biais cognitifs, mais ils se situent au niveau de notre conscience, pas du cerveau. Comment du reste et pourquoi la nature les aurait-elle encastrés dans nos cerveaux, s'opposant, contre toute attente, à la théorie de l'évolutionnisme? Au vrai, ces biais, en effet, découlent d'une mauvaise utilisation de notre pensée rationnelle, douée de préjugés et de contradictions. En conclusion, ce paradigme matérialiste ressemble plutôt à une pétition de principe qui se donne des allures scientifiques, clairement infondées et finalement déraisonnables. Du reste, les scientifiques les constatent, mais ne savent pas expliquer leur origine neuronale. Pourquoi en effet un cerveau produirait-il un biais? N'est-il pas plutôt là pour nous adapter au monde de la matière? Souvenons-nous que l'une des thèses du néolibéralisme nous déclare inadaptés au monde de demain. Ça tombe bien, c'est à cause de nos cerveaux biaisés qu'ils doivent nous rééduquer, affirmait Walter Lippmann dans Il faut s'adapter de Barbara Stiegler. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à considérer la portée politique des neurosciences officielles, lesquelles ignorent, avec cynisme, la présence d'une conscience autonome et non locale, de notre volonté cause à suit et illimitée, ainsi que de son libre arbitre, capable de faire un choix moral et responsable entre le bien pour tous et un mal sur autrui qui nous arrange. Bref, l'ensemble de notre dimension spirituelle, toujours et encore non sans mépris, confondue avec le religieux. Cette posture des neurosciences participe donc à la fabrique du consentement néolibéral, laquelle réduit le peuple à son ignorance et incompétence en matière politique. J'en avais fait l'un des 10 mensonges dans le podcast 2000 ans de mensonges en vue de soumettre les peuples. D'où l'importance de cette étude sur les EMI et leurs invariants. Commençons par citer Jean-Pierre Jourdan dans Deadline. Le premier détail qui diffère selon la phase de l'expérience est le point de vue du témoin. Dans la phase expérience hors du corps, que nous avons déjà passée en revue, il est celui d'un spectateur. La scène est vue depuis une position en général élevée. Le témoin explore souvent son environnement et rapporte des détails précis sur ce dernier et sur là ou les scènes auxquelles il a pu assister, qui sont parfaitement banales compte tenu des circonstances et correspondent parfaitement avec la réalité physique vécue par les personnes présentes. Au contraire, lors de la phase transcendante, le point de vue est radicalement différent. Le témoin appartient à la scène, dont il est l'un des acteurs principaux.
Le contexte lui aussi est différent. Lors de la décorporation, il correspond à notre réalité habituelle et est constitué par les environs immédiats de l'endroit où se trouve le corps inanimé du témoin. Cependant, lors de la phase transcendante, il est totalement inhabituel, parfois indéfini, souvent idyllique ou symbolique, ce qui est parfois même évident aux yeux du témoin. Revenons quelques instants à la phase hors du corps. Dans celle-ci, le témoin perçoit l'environnement de manière détaillée. Quand il entend ce qui se dit, c'est d'une manière relativement similaire à l'audition normale. Nous verrons plus loin en détail les particularités de cette perception qui n'est manifestement pas régie par les lois de l'acoustique. Mais remarquons pour l'instant que dans la plupart des témoignages rapportant des dialogues lors d'une décorporation, ceux-ci sont précis et correspondent aux expressions utilisées chaque fois que cela peut être vérifié. En revanche, un point important et systématique dans la décorporation est que le témoin est totalement incapable de communiquer avec les personnes présentes, qu'il ignore totalement. À l'opposé, lors de la phase transcendante, le témoin est manifestement le point de mire des personnes présentes et une communication bi- ou multilatérale est pratiquement toujours présente. De plus, elle ne pose aucun problème et semble nettement plus facile et profonde que celle que nous utilisons dans la vie courante, même si elle est surprenante pour la personne qui l'utilise. Il s'agit clairement d'une perception de sens plus que de parole. La plupart des témoignages sont clairs sur ce point. Les propos des protagonistes ne sont jamais quelconques, mais manifestement liés à ce qui se passe à ce stade précis de l'expérience, et concernant essentiellement la présence du témoin. Quand il y a communication, par exemple pour tout ce qui touche l'existence d'une limite à ne pas franchir, faute de quoi le retour deviendra impossible, ainsi qu'à la notion de ce qui reste à accomplir dans sa vie, ce dernier en est le destinataire. Fin de citation. Durant la première phase, la conscience fonctionne donc de la même manière, avec les mêmes préoccupations et suivant la même logique rationnelle que lorsqu'elle est en interdépendance avec le cerveau. Précisons que dans cet état décorporé, la volonté de la conscience terrestre perd de son intensité. C'est du moins ce que montrent certaines expériences menées par Sylvie de Diolas, fondatrice de l'Institut suisse de noétique, avec Nicolas Fraisse, un sujet exceptionnel qui sort de son corps depuis l'enfance. Dans mon modèle théorique d'une nature double, je la nomme conscience terrestre, qu'elle soit ou non en état de décorporation, car pour chaque incarnation, elle s'allume à la naissance et s'éteint à la mort physique. La seule différence, et elle est de taille, c'est que durant la décorporation, elle n'aura plus aucun pouvoir sur le monde physique et sur ses habitants, ce qui se comprend aisément puisqu'elle n'est plus attachée au corps. Par contre, toujours une fois décorporée, sa perception spirituelle n'aura plus de limite, du moins tant qu'elle ne sera pas arrivée dans l'au-delà. Je cite un exemple. Et surtout, je me suis rendu compte que ma pensée dirigeait tout ce que je faisais. Je voulais aller à gauche, j'allais à gauche. Je voulais aller à droite, j'allais à droite. J'étais surpris du fait que je pouvais regarder à 360 degrés. Je voyais devant, je voyais derrière, je voyais en dessous, je voyais de loin, je voyais de près, et aussi par transparence. Je me souviens avoir vu un tube de rouge à lèvres dans la poche d'une infirmière. Fin de citation. En ce sens, la conscience décorporée ne voit pas physiquement, mais perçoit spirituellement. Pour le témoin, il se passe exactement la même chose d'un point de vue intellectuel. De même, du point de vue pratique, qu'elle soit décorporée ou non, la conscience terrestre fonctionnera de la même manière. Voilà pourquoi nous possédons cette capacité à penser et à aimer au sein d'un espace-temps spirituel, illimité, infini, éternel et inconditionnel. Ici, ce n'est donc pas le cerveau qui crée la pensée et la mémoire, même si celui-ci participe après coup par l'augmentation du poids des synapses. En revanche, sans le corps, il n'y aurait pas de goût, d'odorat et bien sûr de toucher. À cet égard, nos 5 sens n'ont pas le même statut ontologique,
Par exemple, la vision terrestre correspondra à la faculté spirituelle appelée clairvoyance et l'audition à la clairaudience. A l'inverse, quand la conscience terrestre passe le tunnel, elle change de perspective, elle perd son caractère terrestre et fusionne avec l'âme. Pour le témoin décorporé qui voyage dans le monde céleste, ce changement de perspective se fait à son insu, car la conscience de soi reste présente en elle-même, avant ou après le tunnel. Une fois en contact avec le monde de l'esprit, de nouvelles facultés apparaissent. L'ouverture d'une conscience universelle, la possibilité de communiquer d'esprit à esprit et surtout l'inversion symétrique des valeurs et des préoccupations. L'environnement ambiant n'est plus que joie, amour et fraternité, sans contrainte, sans jugement et surtout sans culpabilité. Je cite un témoin. L'autre n'est plus un concurrent, une proie ou un ennemi potentiel, mais un frère, quelqu'un que l'on doit, que l'on peut aider. Fin de citation. Abordons à présent les autres invariants. À leur retour, les témoins n'ont plus peur de la mort et leur vie terrestre est à jamais bouleversée, car cette expérience n'est ni une hallucination ni un rêve. Elle laissera toujours la trace indélébile d'un autre monde bien réel. Autre invariant, l'information intégrale instantanée. Le monde de l'esprit est un monde d'informations, et ces informations trouvent leur source dans la connaissance universelle et dans l'amour lui aussi universel, lesquels, dans ce monde spirituel, sont comme synonymes. Étrangement, les lois de l'esprit, desquelles découlent les lois de la nature sur terre, sont des lois d'amour aux formes infinies. Exemple, l'intrication quantique. Deux particules ayant appartenu à un même système conserveront toujours un lien sororal, c'est-à-dire de sœurs fraternelles. Quelle que soit la distance qui les sépare, si l'une reçoit une information, sa sœur la reçoit alors aussi intégralement et instantanément. Dans les deux cas, nos témoins ou nos particules, nous sommes en présence d'informations intégrales instantanées. Il s'agit donc ici d'un invariant symétriquement inverse à la matière, puisque sur Terre, toute information entre deux pôles voyagera, elle, toujours dans la durée. Est-ce que la particule en question ne serait plus tout à fait de la matière? Serait-elle à la fois matière et esprit? Allez savoir. Nos physiciens quantiques ont bien du mal à répondre à cette question. Sur Terre, nous sommes traversés par deux vérités, répondant à des principes symétriquement inversés. La vérité rationnelle et scientifique, et la vérité spirituelle et émotionnelle. Sur Terre, j'ai nommé cette vérité émotionnelle vérité vitale. Au ciel, elles n'en font qu'une. Elles sont intégrales au sens de complète, sans aucune distinction entre les connaissances intellectuelles et émotionnelles. Petit rappel, il importe encore une fois de ne plus confondre la pensée rationnelle et la pensée scientifique. La raison humaine, considérée par la plupart de nos philosophes comme universelle, s'avère parfaitement capable de dire la chose et son contraire en même temps. En politique, le camp de droite, celui qui défend les riches, utilise les mêmes arguments avec les mêmes concepts que le camp de gauche, supposé défendre le peuple et ses pauvres, mais inversés. Par exemple, la droite affirme que si l'on baisse les impôts des riches, ils vont investir et créer des emplois au profit du peuple. La gauche répond, gardons plutôt cet argent pour investir dans les services publics, ce qui va favoriser l'économie et donc l'emploi au profit du peuple. Les économistes, orthodoxes d'un côté, ceux qui défendent les riches, et hétérodoxes de l'autre, ceux qui défendent le peuple, tiennent le même discours mais opposé. Il en va de même entre les médias mainstream, aux mains des riches, et les médias alternatifs financés par les dons du peuple. Les scientifiques des deux bords n'y échappent pas non plus. La majorité défend le paradigme matérialiste, le cerveau contrôle tout, et la minorité soutient le paradigme spiritualiste, le primat de la conscience. Les premiers confortent la pensée néolibérale, dotée d'un cerveau rationnel, et les seconds, promouvant une conscience notamment morale, restituent le pouvoir souverain au peuple.
Nous sommes ici en pleine guerre entre les riches et les pauvres qui dure depuis 5000 ans. On se souviendra des propos de Warren Buffett. C'est nous, les riches, qui l'avons gagné. Un autre exemple. J'ai entendu un sénateur de droite, en novembre 2025, expliquer qu'augmenter le temps de travail, il s'agissait de 12 heures par an, est une question de justice sociale dans la mesure où l'économie se portant mieux, les pauvres en profitent. Pire, il soulignait qu'en 1958, les gens travaillaient plus et donc s'enrichissaient. Or, toutes les études sérieuses lui donnent tort. Un petit dernier pour la route. Comment se fait-il que la raison universelle a constamment, durant 5000 ans, trouvé de bonnes raisons pour faire la guerre? Quand Hitler a envahi la Pologne, c'était la faute des Polonais qui ne voulaient pas la paix. Et la novlangue sévit toujours et encore aujourd'hui. C'est dire la puissance de la raison quand elle est de mauvaise foi, c'est-à-dire immorale. En revanche, le rôle de la méthode scientifique consiste précisément à échapper à ces biais de la raison en respectant de manière rigoureuse, par exemple, le principe de non-contradiction. C'est face à cette raison déraisonnable que des scientifiques comme Karl Popper, entre autres, ont élaboré une méthodologie scientifique en 7 étapes. Or, étrangement, pour justifier ses propres biais, la raison s'invente s'opposer d'elle-même aux passions. Ce serait la pensée émotionnelle qui déraillerait. La réalité réside dans le fait que la fameuse raison n'obéit pas à la morale vitale. Reprenons mon exemple. La droite, en invoquant ses arguments rationnels, se comporte de manière immorale. En effet, il est immoral que les riches s'enrichissent sans cesse alors que la pauvreté du peuple ne fait qu'augmenter. Il n'y a rien de rationnel dans ce constat, c'est juste une vérité de fait, immorale, contre nature. Mais la gauche fait la même erreur. Conforme cette fois-ci aux valeurs de justice et partage, au lieu de les mettre en avant, elle oppose à la droite les mêmes arguments rationnels, mais inversés. Et c'est pour la même raison que nos politiques déclarent que leur activité n'a rien à voir avec la morale. Faites que la politique devienne une activité morale, et le monde s'inverse. Il convient donc de ne plus opposer les passions à la raison pour justifier une posture immorale. La raison manque quand elle s'oppose aux passions. On soulage les passions tristes, non par la raison, mais par la compassion. En conclusion, sur cette digression, la raison ne nous conduira jamais à un monde juste et en paix. Seule la morale en est capable. La morale vitale produit des vérités de fait, tandis que la science, elle, aboutit à des vérités de science. Ces deux vérités fonctionnent de manière symétriquement inversée. Notez en passant que la physique quantique a dû inverser la logique rationnelle pour la comprendre. Alors revenons aux EMI. Je m'étais déjà penché sur elle en lisant notamment Elisabeth Kubler-Ross. Mais le travail minutieux du docteur Jourdan m'a passionné, car en détaillant ces invariants, il a aussi mis en lumière une inversion symétrique effective entre les deux phases de l'EMI, ce qui conforte mon intuition des deux mondes fonctionnant de manière symétriquement inverse. Un autre invariant, et sans doute l'un des plus importants, de retour sur Terre, tous les témoins feront la différence entre la dimension spirituelle ontologique de l'homme et le fait anthropologique religieux. Voici la conclusion de la première partie de Deadline, une spiritualité laïque. Ce qui, vous l'imaginez, m'a ravi. Je cite. Le plus intéressant sur ce dernier plan semble être la naissance d'un concept que l'on pourrait qualifier de spiritualité laïque, dans laquelle tout semble se retrouver, croyants, athées et agnostiques confondus, dans une recherche authentique de la place de l'homme et du sens de la vie, dans un cadre qui semble effectivement lui donner une signification nouvelle, dans une quête de nouveaux rapports humains qui ne soient plus des rapports de pouvoir, loin des croyances, des dogmes religieux ou du prêt-à-porter, des idéologies en isme. Fin de citation. Dans cet au-delà visité par nos témoins,
Dieu n'est qu'amour, et ce, sans aucun anthropomorphisme. Je cite, il, c'est les témoins, l'appelle soi ou moi véritable, nature de Bouddha, royaume de Dieu, ou de bien d'autres façons, ou encore le cœur de soi-même, le soi, le divin, ou n'importe quoi, précisant que le mot n'a pas d'importance. Il pense qu'on a chacun une partie de Dieu, même si ce n'est pas le mot qui convient à Dieu, même si on appelle Dieu quelque chose qui n'est pas tout à fait Dieu, mais qui vient de nous. Fin de citation. Je tiens en passant à souligner malgré tout le rôle bénéfique des religions, du moins à leur origine, leur mythe-histoire, la plupart du temps inspirés par les anges et murmurés aux oreilles des prophètes en langage symbolique du moment, furent dans un premier temps très salutaires. La suite on la connaît, que ce soit les guerres de religion comme le Saint-Barthélemy, le terrorisme issu de l'islam radical ou la pédophilie au sein de l'Église catholique. Il importe de ne pas tout amalgamer. Car à partir de notre dimension spirituelle, magnifique, puisque sans elle nous ne saurions nous aimer pleinement, certains hommes, surtout masculins et trop humains, ont en effet des horreurs. Nos témoins de l'au-delà racontent donc, avec des mots hésitants, la même chose que les mythes-histoires. Et on voit ici combien il est difficile pour eux de parler d'un monde symétriquement opposé au nôtre. En première conclusion, il importe d'admettre que la science officielle ne reconnaîtra jamais l'autonomie et la non-localité de la conscience. Et ceci pour des raisons politiques et économiques. Sinon le peuple pourrait se réapproprier sa souveraineté. Si vous inversez le paradigme matérialiste en spirituel, le monde politique et économique s'effondre avec la richesse indécente des nantis. C'est pourquoi seule la démocratie directe, spirituelle laïque, remettra la conscience à sa place, à la place qui lui est due, nous sauvera et sauvera la planète. C'est du moins ma conviction. Du coup, du point de vue politique, l'EMI s'avère d'une importance capitale dès lors que notre versant spirituel sera pleinement reconnu. Alors le visage du monde changera radicalement. Toutes les maladies sociales comme le racisme et autres discriminations, préjugés et novlangues disparaîtront. Plus encore, les partis politiques ne pourront plus s'invectiver mutuellement d'antisémites ou d'islamophobes. Ils n'auront plus d'autre choix que de travailler pour le bien commun. Sinon, ils disparaîtront. En dernière conclusion, c'est donc la conscience qui commande nos actes volontaires, tandis que le cerveau commande nos actes involontaires, comme notre système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique. Évidemment, dans l'action, l'être humain est un tout unifié où chaque partie travaille ensemble. De ce point de vue, corps et esprit se comportent en démocrates. Ce n'est pas juste une analogie, c'est un fait. Notre psychobiologie est de nature démocratique, hiérarchisée par un principe vital unificateur, où chaque partie est d'égale dignité. Le fonctionnement de notre biologie pensante ou de notre pensée biologique s'avère le meilleur exemple à suivre en vue de bâtir une société réellement démocratique. Le MI et ses invariants vont nous montrer également nous permettre également de mieux distinguer l'âme de sa conscience, la conscience durant la première phase et l'âme dans la phase transcendante. Dans l'attente, je vous propose dans le prochain podcast de faire une autre distinction entre qui suis-je et que suis-je, entre notre identité psychologique qui suis-je et notre identité spirituelle que suis-je, ou encore collectivement que sommes-nous tous ensemble. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages, j'ai du mal à faire mieux. Et puis grand merci pour votre patience.